Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Jacques Cheminade qui, pour la 3e fois, sera présent à l'élection présidentielle. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Jean-Jacques Seymour. C'est un peu coucou, vous revoilà. 95, 2012, vous lâchez pas le morceau. Quand l'histoire se met à bégayer et que nos élites continuent à trahir, je vois pas du tout pourquoi on ne continuerait pas à les affronter pour un monde meilleur. Un monde meilleur que vous avez décrit d'ailleurs dans plusieurs ouvrages, mais j'allais vous dire, si vous parvenez à vous maintenir dans cette course, car il y a cette règle des 500 parrainages qui a changé avec la loi Urvoas. Alors, les maires, que nous allons voir, sont beaucoup plus intéressés qu'auparavant. Et ils savent que l'enjeu est beaucoup plus décisif maintenant, en 2017, qu'en 2012. Et ils voient ce que j'ai dit auparavant. En 1995, j'ai annoncé que dans 10 à 12 ans, il se produirait une crise très grave. Elle s'est produite. Et en 2012, j'ai défendu une loi de séparation bancaire pour contrer le monde de la City et de Wall Street et s'en libérer. Le Parti socialiste a trahi sa promesse du Bourget, ne l'a pas fait. Et il y a beaucoup de maires qui le constatent et qui se disent il faut lancer Cheminade pour mettre une pression sur le prochain président de la République, quel qu'il soit, et voir, compte tenu de la dynamique qui est devant nous, l'élection présidentielle, pour moi, c'est une dynamique. C'est pas faire le beau devant les écrans, c'est une dynamique. Compte tenu de cette dynamique, pour avoir une influence sur les idées et changer l'orientation de la politique étrangère et de la politique intérieure de la France. Intérieure, c'est une politique d'austérité sociale. Étrangère, c'est une politique de soumission au monde anglo-américain. Donc les gens se disent, tout levier qu'on peut utiliser pour changer cette politique est bon à prendre. Et beaucoup de maires me soutiennent et parlent autour d'eux de ma candidature beaucoup plus qu'en 2012. Donc vous faites une tournée qui est apparemment positive. Mais restons quand même sur ce qui n'est plus un projet maintenant, qui a été voté par l'Assemblée. C'est une disposition qui pour beaucoup apparaît comme étant antidémocratique. C'était dirigé contre qui? Contre vous et peut-être d'autres, ce qu'on appelle entre guillemets les petits candidats. Alors Urvoas m'a mentionné, il a dit vous comprenez, Jacques Cheminade ne mérite pas avoir la même couverture que d'autres candidats parce qu'il ne représente presque rien. Donc c'est se baser d'abord sur le passé. Ce qu'on a dit pour savoir si on appliquait l'égalité ou l'équité, et on veut appliquer l'équité seulement entre le choix par le Conseil constitutionnel des candidats et ce qu'on appelle la campagne officielle, c'est-à-dire 2 semaines avant. Pendant les 3 semaines qui se déroulent avant les 2 dernières semaines, ils ont dit équité et pas égalité. Donc l'égalité, c'est dans le principe français, le droit français. Donc on le change. Bon. Et en plus, l'équité, dans la tradition du droit international, du droit anglo-saxon en particulier, c'est pour aider le faible et le petit lorsque les conséquences de la justice leur sont contraires. Et l'équité est liée à la politique du soin, du care. Là, on utilise l'équité contre le petit et le fort. On renverse complètement la charge de la politique. Donc, c'est pas la charge de la preuve, c'est la charge de la politique. Mais c'est invraisemblable. On viole le principe d'égalité, on viole le principe d'équité, et on essaye de verrouiller pour qu'il y ait seulement les petits candidats qui se présentent. Et il y a plus grave, qu'on ne dit pas, personne ne le dit. Je suis le seul à le dire. En 1962, le général de Gaulle avait prévu, et le Parlement de l'époque avait prévu, qu'on avançait pour rétablir une équité, vis-à-vis des différents candidats, 1 million de francs, si on avait les signatures des maires. À l'époque, c'était 100, aujourd'hui c'est 500, très bien, 500, je ne conteste pas, c'est bien. Il faut une sélection, il faut un crible. Mais celui des maires. Or, aujourd'hui, c'est plus l'équivalent du million de 62 qu'on avance, c'est 150 000 euros. Or, si on revenait à 62, on avancerait entre 1 million et 1 200 000 euros, c'est ce que fait 1 million d'euros, 1 million de francs de 62 en pouvoir d'achat. Donc, on a verrouillé là aussi financièrement. Et en plus, on sait que tout le système financier, financement de la vie politique en France, soutient ceux qui sont en place, ceux qui ont déjà des élus à l'Assemblée nationale et ceux qui ont eu des voix aux législatives. Donc c'est un système verrouillé de tous côtés, plus que dans d'autres pays où il y a un bulletin de vote unique émis par l'État et on met une croix devant le candidat de sa préférence. Là, non. Et la seule exception pour les bulletins de vote, les déclarations de candidature et les affiches, c'est la présidentielle, où l'État les prend en charge. Donc il y a déjà ça. Mais on a réduit les fonds avancés aux candidats pour rétablir
l'égalité et l'équité. Donc c'est une fermeture du système, et d'un système donc qui doute de lui-même. Une fermeture, mais eux disent modernisation des règles. Vous savez, un jour, dans les années 30, Bernanos, quand il avait vu parler de modernisation, il avait dit modernisation, ça commence par la même lettre que Mussolini. Donc on triche, on prétend modernisation, ce qui est fermeture et, disons, complaisance vis-à-vis du monde de l'argent et des choses qui existent déjà. Ce qui fait que les Français vont en avoir assez, parce qu'ils vont voir apparaître à la télévision, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, les mêmes qu'avant qui ont répété des choses qu'ils connaissent déjà. D'où la dépolitisation ou l'antipolitisation en France, qui est quelque chose qui peut être très dangereux. Quel est justement, votre projet politique? C'est toujours celui d'un monde sans la City, sans Wall Street? Non, c'est faire face à une crise de civilisation, parce qu'il y a une crise financière, une crise culturelle, et une crise de civilisation. Donc, évidemment, il faut couper les banques en deux pour que les mêmes qui spéculent sur les marchés financiers puissent pas profiter de nos dépôts pour créer les bases de leur spéculation. Donc c'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. C'est plus que jamais nécessaire. C'est ce qu'on appelait le Glass-Steagall aux États-Unis. C'est ce que nous avions à la Libération en France. C'est Jacques Delors, d'ailleurs, qui a changé les choses et qui a établi la Banque universelle avec d'autres en 1984. Donc c'est en France qu'avant les États-Unis, on a aboli la séparation bancaire et on a fait une banque universelle. On pensait, allez, je leur donne disons, de manière diplomatique, je leur donne cette concession qui pensait attirer de l'argent en France pour l'industrie, pour l'agriculture. On n'a rien attiré du tout. Cet argent est venu dans les marchés financiers, dans les spéculations. On a ouvert les frontières à ces spéculations, dans le monde entier, pas seulement en France. Et on a créé la situation où une élite, soi-disant, entre guillemets, française, a dit, on fera un pays avec la finance, avec les services, avec le tourisme. Et l'agriculture et l'industrie, on laissera éventuellement filer. Maintenant, l'agriculture et l'industrie ont filé, en grande partie, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un monde dans lequel on ne crée plus d'emplois, dans lequel il y a une austérité sociale à l'échelle de l'Europe, et dans lequel il n'y a plus de technologie de pointe, sauf certaines start-up, mais les gens qui réussissent dans ces start-up tendent à partir à l'étranger. Donc, il y a des initiatives intéressantes, comme l'école 42 de Xavier Niel, mais qui ne sont pas liées à l'économie physique, à l'économie productive. Or, on est devant une chose très grave, c'est que la robotique et le numérique vont entraîner la suppression de 40 à 50% des emplois. Ça dépend, il y a différentes estimations à Oxford, en France, ou d'autres. Alors, que va-t-on faire? C'est une bonne chose, parce que c'est des emplois répétitifs qui ne font pas appel à la création humaine généralement. Mais s'il n'y a pas d'autres emplois dans la recherche, s'il n'y a pas d'autres emplois dans une autre politique, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une assistance universelle à des gens qui ne travaillent pas et qui vont être maintenus dans un statut d'assistanat? Non. Il faut recréer une économie du futur qui crée vraiment des emplois et qui enrichisse les loisirs. Vous avez, vous, des propositions en la matière? Oui, beaucoup. Il faut reprendre l'impulsion sur les loisirs de Léo Lagrange et de Jean Zay et sur l'enseignement des Fronts populaires, ce qu'il y a du meilleur dans le Front populaire, et revenir à la politique des jours heureux du Conseil national de la résistance. Ça doit être la référence. Pas pour copier et faire la même chose, mais pour le faire dans les conditions du monde actuel. Et dans les conditions du monde actuel, il faut ce fameux Glass-Steagall, couper les banques en deux, mais il faut aussi une politique de crédit public. L'État doit reprendre contrôle de la politique de crédit public, et il faut favoriser de grands industriels, de grands groupes nationaux, comme quelqu'un comme le Floch Prigent le demande, par exemple. Et il faut aussi avoir une banque publique d'investissement dont les ressources soient accrues. Elle est là, la banque. Non, mais on réunit les... Vous en pensez quoi, justement Non, c'est une très bonne chose, mais on réunit simplement les moyens de banques qui existaient déjà. D'ailleurs, Nicolas Dufour le dit lui-même en privé, qu'il faudrait plus. Et lui-même a une certaine idée, qui est une idée positive, de ce que doit être l'économie française. Mais il faut donner plus de moyens pour que nos TPE, nos PME et nos ETI, nos entreprises de taille intermédiaire, puissent monter en puissance. Il y a une montée en puissance de l'économie française qui doit être faite dans le contexte de flux financiers qui permettront de l'alimenter. Donc, à travers la BPI, mais à travers aussi une politique de crédit public d'État. Or, le système européen ne le permet pas. Oui. Et quand je regarde votre programme, il y a un mot qui revient, et je dis, mais il n'a pas peur des mots. Vous dites que nous sommes dans une période d'occupation financière. Oui, c'est une occupation parce que
on voit des gens qui vous disent, et ils me l'ont dit à l'Élysée, que cette réforme bancaire, on ne pouvait pas la faire, parce que sans ça, toutes nos banques menaceraient d'aller à Londres. Ils y sont déjà d'ailleurs pour leurs opérations principales. Donc ces grandes banques, elles sont 4 ou 5 en France, elles ont à peu près dans leurs actifs 8 000 milliards, on a un peu plus de 2 000 milliards de produits intérieurs bruts, donc elles ont 4 fois notre produit intérieur. Elles ont proliféré, vous savez, on dit aux États-Unis, too big to manage, trop importante pour pouvoir être vraiment gérée convenablement. Too big Ce qui explique la situation, par exemple, de la Société Générale aujourd'hui. Oui, bien sûr. Qui ne sait plus où elle en est. C'est pas la seule, toutes sont comme ça. Mais too big to manage, trop grande pour être gérée convenablement. Too big to fail, trop grande pour pouvoir être mise en faillite. Et too big to jail, trop grande pour que leurs dirigeants puissent être mis en prison comme parfois ils le mériteraient. Pas seulement en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde entier. Mais il s'est créé une véritable économie pirate basée sur les paradis fiscaux. La City de Londres est contre la grande mère des paradis fiscaux. Et c'est cela l'ennemi, c'est cela qu'il faut combattre. Si on veut libérer notre économie, et je dis le mot libérer, comme on le disait à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il faut libérer notre économie de cette occupation financière qui n'est pas militaire mais financière. Et encore, il y a un aspect militaire. Regardez l'OTAN. L'OTAN, dont le général de Gaulle était sorti du dispositif militaire et continue à être présent à l'OTAN, mais était sorti du dispositif militaire. Sarkozy est revenu, et maintenant Hollande, en catimini, a fait voter une loi suivant laquelle les armes et les militaires étrangers pourraient retourner en France. Donc c'est fantastique de voir cette OTAN qui est inscrite dans les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne comme une sorte d'arme de ces intérêts financiers qui dominent l'Europe, pouvoir à nouveau s'introduire chez nous. C'est pour ça que je suis personnellement, et je me bats pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais à condition d'avoir un projet. Ceux qui disent la même chose n'ont pas de projet. Oui, parce que vous n'êtes pas le seul à le dire. Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, l'Europe est tellement impopulaire que beaucoup de gens le disent pour prendre le train en marche. Moi non, je dis depuis longtemps, il faut un autre projet. Il faut une autre Europe, la vraie, celle des grands projets, des grands travaux, et celle qui travaillera avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays de la nouvelle route de la soie, ou comme l'a dit le président indien Modi, avec ceux qui veulent une alliance pour le développement dans le monde, dans l'intérêt mutuel, gagnant-gagnant, comme l'a dit le président Xi Jinping en Chine. Donc il faut faire ce pari-là. C'est un pari sur le futur. Oui. Revenons quand même à Panama Papers. Pourquoi cette affaire arrive maintenant? Ah, c'est ça. Mossack Fonseca, c'est depuis les années 70. Hein. Oui. On sait depuis longtemps, même quand on donnait la Légion d'honneur à Noriega. On sait depuis très longtemps. Et pourquoi là? Parce que le système craque de tous côtés. Donc à un certain moment, quand ça craque de tous côtés, il y a un côté qui saute, et on sait. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a trouvé sur les comptes, apparemment, aucun Américain, alors que les gens qui ont fait l'enquête étaient des gens qui ont travaillé pour certains dans les services des affaires étrangères américains, le département d'État, d'autres à la CIA. Donc c'est assez curieux qu'on ait trouvé aucun Américain. J'ai lu ce matin que la CIA avait bénéficié des services de Mossack. Bien sûr que oui. Oui. C'est toute l'affaire de l'invasion du Panama pour rétablir l'ordre moral par les Américains. Or, on a vu, par Bush, on a vu ce que c'est cet ordre moral qui apparaît aujourd'hui pour ce qu'il est. Et ce qui est intéressant que personne n'a dit, c'est que plus de 50% de ces contrats de Mossack Fonseca étaient avec les îles Vierges. Les îles Vierges, c'est la reine d'Angleterre, c'est tout le domaine, comme les îles Caïmans, où elles sont sous la tutelle de la reine d'Angleterre, pas du Royaume-Uni, de la reine d'Angleterre. Donc c'est assez effarant, c'est ce qu'on appelle l'Empire britannique, qui s'est étendu hors sol, hors zone et offshore. Et il est là, présent dans le monde. Cette affaire Panama révèle sa présence. Maintenant, on a essayé de l'utiliser contre Poutine et contre Xi Jinping. Mais ça va se retourner contre ceux qui l'ont lancé, parce que quand on ouvre la boîte de Pandore, tout en sort. Quand vous dites que ça va se retourner contre ceux qui l'ont lancé, ceux c'est qui? C'est cette association de journalistes, ou la Pew Foundation, Soros, George Soros, et d'autres. On trouve son nom, justement, on dit que c'est lui le parrain, allez, on va le dire comme ça. Le parrain. Le parrain de l'association journaliste, oui, parce que Soros a toujours joué le rôle de celui qui se prétend libéral, se fondant sur la justice, et tout ça, alors qu'il a toujours été impliqué dans les affaires de
disons, de délit d'initié et de protection des trafics. Le monde entier aujourd'hui, et j'ai des amis en France qui occupent des positions, je dirais, dans les milieux du renseignement et de la police, eux le reconnaissent, au moins en privé, certains en public, qu'on vit dans une société criminogène, une société qui vit sur la base d'un crime organisé dans le monde. Eric Holder, le ministre de la Justice américain, lui-même l'a dit. Il a dit on ne peut pas mettre en cause une grande banque et on ne peut pas prendre des sanctions contre ses dirigeants, comme Jamie Dimon, qui devrait être en prison depuis longtemps. On ne peut pas, parce que si on met en cause une de ces grandes banques, enchaîne toutes les autres tombent, ça entraîne, c'est les dominos, ça entraîne une crise générale. Et on peut pas, donc on peut pas s'en prendre aux criminels d'en haut. Et on en parlait tout à l'heure, cette histoire du cannabis. La guerre à la drogue a échoué, on peut plus faire la guerre à la drogue. On n'a jamais fait la guerre à la drogue. Alors pour moi, je suis tout à fait pour qu'on lève toute sanction contre les consommateurs. Peut-être une petite amende, qu'elle soit, de ce point de vue-là, on ne poursuit pas le consommateur. Mais on doit poursuivre le trafic. Or, rien n'a été fait en réalité pour vraiment poursuivre le trafic. C'est comme l'histoire de Daesh. Qu'est-ce qui a été fait pour arrêter le blanchiment des fonds du pétrole, de la drogue maintenant de Daesh, et qu'est-ce qui a été fait dans les banques pour aller voir leurs comptes? Rien. Donc la guerre à Daesh par les puissances occidentales, c'était en grande partie un mensonge. Oui, donc tout ça, vous le confirmez encore, et vous allez le dire tout ça pendant votre campagne. Je vais en dire bien davantage, parce qu'on n'est pas devant une crise financière. On n'est pas devant une crise financière et une crise culturelle. On est face à une crise de civilisation. C'est bien plus profond. Et les Français souffrent terriblement. C'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat, pour représenter leur voix. Parce que quand des policiers se suicident, comme vous venez de le dire, quand des agriculteurs se suicident, quand des gens ne croient plus à l'avenir et sont désorientés, comme on en voit à Nuit debout, quand les gens pensent que même leur diplôme leur donneront plus d'accès à un monde sûr, quand on voit que 71% des Français pensent que la France est un pays injuste, 81% pensent que c'est sans avenir. Donc c'est terrible. Et il faut redonner un sens, un avenir. Alors, beaucoup disent il faut sortir du monde où on est, ce monde du Fonds monétaire international, de l'OTAN, de l'euro, etc. Mais ils ne proposent pas de projet. Et ce qu'il faut, c'est un projet qui redonne espérance. C'est ça qui est si important, qui va depuis l'école. Il faut des jeunes qui puissent réellement être formés, que 20% des jeunes Français, quand ils arrivent en 6e, lisent mal ou ne savent pas lire, c'est un scandale. Il faut rétablir un traitement convenable pour les enseignants, qui ne gagnent pas assez, gagnent moins qu'ailleurs. Il faut augmenter de 20% le salaire des enseignants, plus en contrepartie, qu'ils aient des heures d'études où ils soient présents et où tout le monde soit sur un plan d'égalité. Ceux qui sont riches, ceux qui sont moins riches, ceux qui sont bien logés, ceux qui sont mal logés, tout le monde 2 heures dans des études qui leur permettent de travailler ensemble et donner un sens du vouloir vivre en commun, d'être ensemble pour progresser ensemble. Et ça, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut plus progresser ensemble, il faut se retirer vers un égoïsme individuel. Et c'est une des pires choses qui se produisent dans notre société. Votre projet, déjà vous en parliez en 2012 et aussi avant, mais je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, c'est l'exploitation de l'espace. Oui. Ça aura toujours une grande importance dans votre Non, aujourd'hui, à part la Chine, et un peu l'agence spatiale européenne et un peu les Russes, il n'y a plus de vraie politique spatiale. Obama a enterré la politique spatiale américaine. Il n'a pas fait que voler des drones pour assassiner des gens dans le monde, il a enterré la politique spatiale américaine. Donc il faut une autre politique spatiale, et c'est très bien qu'on ait Kourou, c'est très bien qu'on y lance des fusées russes, c'est très bien qu'on participe avec les Russes et les Chinois à des expériences, mais il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Une politique spatiale, c'est une politique de paix par le développement mutuel, avec les objectifs communs de l'humanité. Mais elle ne peut pas être faite comme ça sur un claquement de doigts. Il faut un développement de l'économie mondiale en profondeur qui puisse la soutenir. Il n'y a pas ce développement de l'économie mondiale en profondeur, c'est la priorité absolue. Jacques Chebinade, demain vous êtes président. Quels sont vos 100 premiers jours, les premières décisions que vous prenez, les urgences des urgences? Il y en a 2. La première, c'est une conférence sur l'emploi, pour voir où on peut employer les gens qui n'ont pas d'emploi. Et imaginer toutes les mesures qui pourront le faire très très vite. Et le faire avec le patronat non financier et les syndicats et tous ceux qui sont prêts à ouvrir le jeu. Et ça, il faut faire très vite. Et ouvrir le jeu, il y a des tas de mesures à prendre. Oui. Vous pouvez dire, voilà, on n'accepte plus les chômeurs. Les entreprises qui engageront un chômeur, on déduit de leur charge, c'est le coût du chômage pour l'État.
Par exemple, une mesure très simple. Vous avez plusieurs autres mesures. Hein. On peut dire, alors, ce qu'il est en train de faire Valls, il veut faire un bonus-malus avec le CDI et les CDD. Ça marche pas, c'est une mesure administrative. Il faut que les banques puissent prêter aux sociétés qui créent de vrais emplois, et avec éventuellement une garantie de l'État, pour forcer les banques à prêter avec une garantie de l'État. Ça peut marcher ou pas marcher, ça marche pas, on attaque les banques. Donc voilà, il faut toute une politique cohérente, d'ensemble. Ça, ce n'est que des mesures partielles. Hein. On ne peut vraiment faire une politique de l'emploi qualifiée, la libérer, que si à l'échelle du monde, on transforme le système actuel dans un système qui soit de développement mutuel et un système gagnant-gagnant, comme l'a dit le président chinois. Qu'il le pense, c'est certain, qu'il le fasse, ça l'est moins, mais c'est notre responsabilité de collaborer avec lui pour le pousser à le faire. C'est pas de suivre, comme le fait le gouvernement actuel, comme le ferait de la même façon la droite financière, c'est de suivre la domination du système, du monde, de la cité de Wall Street, parce qu'on prétend qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on ne peut pas le combattre. On peut le combattre si on retrouve un esprit à la fois d'offensive et de responsabilité. Aujourd'hui, on l'a pas. Je le vois pas dans le monde politique français. Moi, je vois une oligarchie des incapables et je vois un monde consanguin financier. Les grands patrons de l'industrie de l'époque Pompidou, on n'a même plus ça. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous.